Heureuse de vous retrouver fidèle aux 20h à la une ce soir. Dimanche endeuillé à Komanda en Ituri aujourd'hui. 43 personnes tuées en pleine veillée de prière et 10 autres blessés. Les EDF MTN seraient derrière ce carnage. Des images à suivre dans cette édition d'information. Les passerelles sur le boulevard Lumumba à Kinshasa transformées en lieu de négoces et refuges pour les pickpockets. La nuit, ce sont des dortoirs pour les sans-abri, des scènes immondes à vivre tout à l'heure. Lundi d'épreuve demain pour les finalistes de l'examen d'État dans tout le pays. Plus d'1 million de candidats pour 375 centres. Voilà tout pour les titres. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité. Bienvenue au journal Magazine. Je vous reviens dans un court instant. Passe. Les finalistes du secondaire seront visibles demain lundi matin sur tout le pays. Ils sont plus d'1 million, dont 43% des filles à affronter le sprint final des épreuves de l'examen d'État. 4 jours, du 28 au 31 juillet 2025, pour se mesurer à la culture générale, les sciences, les cours d'option ainsi que les langues nationales et étrangères. Le calendrier, vous le savez, initial a été modifié en raison des perturbations survenues au cours de l'année scolaire, notamment des grèves, pour des raisons de grève et des manifestations. Donc nous souhaitons bonne chance à tous les candidats. Vive émotion ce dimanche à Komanda, je le disais à l'entame de ce journal, 43 personnes ont été tuées en lieu de prière. On compte également 10 autres blessés. Les rebelles EDF MTN seraient derrière cet acte odieux. Junior Selemani. Consternation et tristesse se lisent sur le visage des habitants du centre commercial de Komanda. C'est dimanche matin, après l'incursion du présumé rebelle ougandais ADF MTN. Cette attaque a coûté la vie à 43 personnes et fait une dizaine de blessés. Parmi les victimes figurent de jeunes gens surpris en pleine veillée de prière. Selon des sources locales, face à ce carnage, Michel Meta, président de l'Union des associations culturelles pour le développement en Ituri, plaide pour une intensification des opérations afin d'éloigner l'ennemi de la région. C'est avec beaucoup de regrets et beaucoup de compassion que nous prenons parole devant votre micro. Nous venons d'assister à un massacre de grande échelle dans le territoire d'Irumu. Nous osons croire que c'est le moment que le gouvernement puisse renforcer le mécanisme pour la protection de la population. On doit poursuivre tous ces criminels jusqu'à leur dernier retranchement et on doit les arrêter. Et si même pas, on doit les neutraliser et on doit donner cette paix à la population. Et nous pensons que l'autorité d'État doit être aussi rétablie dans la zone de ce que je viens de préciter, et pas seulement pour le territoire d'Irum, en même temps pour le territoire de Djougou et même l'ensemble du territoire d'Irum, pour que la population puisse vaquer librement de ses activités et entreprendre les activités commerciales comme elle le fait dans les temps passés. Notons que le centre de négoce de Komanda avait connu plusieurs mois d'accalmie grâce à la stabilisation de la zone par les forces armées. Cela avait permis les retours sur place de plusieurs centaines de déplacés. On reste dans la région. Les complices de Thomas Lubanga, arrêtés à Bunia avec des munitions, il a recruté des commerçants et autres conducteurs des motos pour déstabiliser la ville. C'est dans la salle de la cour militaire opérationnelle de l'Ituri que ses collaborateurs ont été présentés au gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni. Ils sont accusés de collaborer avec la milice CRP de Thomas Lubanga, alliée au M23. Il faut dire à tous ceux-là qui pensent que la communauté est dans leur poche, à l'issue de cette dénonciation, ça montre clairement que la communauté n'est pas avec les destructeurs de la province de l'Ituri. Les jeunes l'ont dit, ont dénoncé, ont démontré, les armes, les munitions ont été récupérées ici dans la ville de Bunia. Pourquoi? Pour vouloir détruire cette province. Allez dire à Thomas Lubanga, la communauté n'est pas avec lui et la communauté ne sera jamais avec lui pour détruire la province. Nous nous sommes mis à l'ordre de bataille utile pour dénicher, démasquer tous les destructeurs de la province de l'Ituri. Partout où vous êtes commerçant, vous êtes motard. Mais si vous êtes dans ces complots,
on va vous démasquer l'un après l'autre. L'armée congolaise en Ituri affirme que d'autres arrestations pourront suivre. Ainsi, la communauté iturienne est invitée à faire échec à ses plans de déstabilisation. C'est tout un lot de munitions, de jeunes, de commerçants. Un commerçant arrêté, mais lui-même a dit aussi que non, il voulait collaborer avec les forces armées. Voilà les actes patriotiques. Voilà le valeur républicaine que l'Ituri a besoin. Au nom du gouverneur militaire de la province de l'Ituri, les commandants des opérations, lieutenant-général Luboya, nous lançons encore un message à la jeunesse, à la population, de se désolidariser de destructeurs de la province de l'Ituri. De ne pas suivre ceux-là qui ont que l'objectif ultime, détruire la province. Les enquêtes sont en cours. C'est aussi un message. Ne fouillez pas là où vous êtes, restez, on viendra vous attraper. Les plans actuels de la déstabilisation de la province de l'Ituri, attribués à la CRP de Thomas Lubanga, allié au M23, a déjà causé plusieurs pertes en vies humaines dans le territoire d'Njougou. Les opérations militaires sont en cours pour mettre définitivement hors d'état de nuire cette rébellion. Pillage systématique d'une cimenterie à Katana au sud Kivu. 100 employés congolais sont donc renvoyés au chômage. Les auteurs de ce forfait seraient des membres du mouvement terroriste AFC M23. Sandra Nyangitabou. Les machines d'une très grande valeur ont été démontées par ces prétendus libérateurs et embarquées sur les camions pour une destination inconnue. Selon les gardiens assurant la sécurité de cette usine qui ont pris discrètement des images avant de s'enfuir par peur d'être tués par les pilleurs, des machines parmi lesquelles les broyeurs, générateurs et autres équipements de production ont été démontés puis chargés dans un camion et emportés vers une destination inconnue. D'autres matériels de la cimenterie ont été détruits par ces assaillants. Ce pillage qui survient alors que la cimenterie était en phase de pré-production vient anéantir un projet censé relancer l'industrie locale, notamment le secteur de la construction dans la province de Sud Kivu. Comme si ce sabotage ne suffisait pas, au même moment dans le territoire voisin de Calais, l'usine de transformation de tomates de Kacheke, un autre investissement de Modeste Bahati Lukwebo, a subi le même sort. Cette usine qui était en plein montage avant l'occupation d'une partie de la province de Sud Kivu par les rebelles de l'AFC M23, comme le montrent ces images prises lors de la visite du sénateur Modeste Bahati Lukwebo dans sa plantation de Kacheke, a été aussi l'objet d'un pillage. Les gardiens commis à la sécurité de cette plantation ont pris fuite pour éviter d'être tués sans avoir eu le temps de prendre les images de cette attaque. Ces deux projets auxquels tenait le sénateur Modeste Bahati Lukwebo figurait parmi les rares investissements congolais à capitaux privés visant à relancer l'économie locale et à donner de l'emploi aux fils et filles de la province du Sud Kivu. Les pertes sont donc très considérables et les conséquences socio-économiques de ces actes criminels inquiètent déjà les organisations de la société civile. Plus de 100 travailleurs vont devoir aller au chômage. Depuis l'occupation d'une partie de la province du Sud Kivu par le mouvement rebelle AFC M23, les investissements réalisés par Modeste Bahati Lukwebo à Bukavu et à Goma, chef de la province voisine du Nord Kivu, sont la cible des actes de pillage et de vandalisme commis par les agresseurs de la République démocratique du Congo. Des véhicules ou autres biens de valeur appartenant au sénateur Modeste Bahati Lukwebo ont été emportés au Rwanda. Autre chose, raffermissement de relations bilatérales. Félix-Antoine Tshisekedi a dépêché son émissaire à Bangui. Archange Touadéra a reçu Antoine Gonda, envoyé spécial du président de la République démocratique du Congo, Chimène Kamuka. L'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Antoine Gonda Mangalibi, était porteur du message du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à son homologue de la République centrafricaine, Archange Touadéra. Le raffermissement des relations bilatérales entre la RDC et la RCA, c'est l'essentiel du message de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Archange Touadéra via son grand émissaire Antoine Gonda Mangalibi. Il était question également au cours de ces échanges de préciser de vive voix la volonté de la RDC à collaborer avec la RCA dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Par rapport aux évolutions des travaux, il fallait venir voir son Excellence Monsieur le Président de la République pour pouvoir bénéficier de ses orientations et naturellement transmettre le message du président Tshisekedi quant à ce
comment est-ce que nous allons pouvoir évoluer dans ce cadre-là. J'aimerais citer le président Tshisekedi qui dit toujours l'homme politique malheureux, c'est celui qui est incapable d'identifier le moment de la rencontre entre la chance et l'événement. À chaque fois qu'il y a une opportunité que nous puissions nous rencontrer et avoir ce pont-là entre les deux pays, il faut pouvoir le faire. Et c'est comme ça que le président de la République, chez nous autres, a décidé d'envoyer un de ses grands émissaires pour venir consolider ce pont de bonnes relations qui existe entre nos deux pays. L'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Antoine Gonda Mangalibi, qui était porteur d'un message du président de la République, avait une mission spécifique en Centrafrique en vue de renforcer les aspects diplomatiques. Un fonds de développement du secteur de l'électricité financé par les frais d'importation. Le projet a été discuté en Conseil des ministres le vendredi dernier. Réunion du gouvernement présidée par le chef de l'État. Félix Antoine Tshisekedi a également décidé de nommer André Ouamesso, nouveau gouverneur de la Banque centrale du Congo. On revient sur l'actualité de la semaine avec Pierre Kibombe Somoy. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a signé au cours de la semaine une série d'ordonnances. Au terme de l'une de ces ordonnances, André Ouamesso, ancien directeur de cabinet adjoint du chef de l'État chargé des questions économiques et financières, a été nommé gouverneur de la Banque centrale du Congo. Une autre ordonnance signée par le chef de l'État, lu sur la chaîne nationale RTNC, nomme André Nyembwe Musungai, directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge de l'économie et des finances. Pour sa part, Madame Malangou Kabedi Mbouyi, ancienne gouverneure de la BCC, occupe désormais les fonctions de PCA de la CADECO, la Caisse générale d'épargne du Congo. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé la 53e réunion ordinaire du Conseil des ministres à la Cité de l'Union africaine. Madame la Première ministre Judith Suminwa, tous les membres du gouvernement présents à Kinshasa et les directeurs de cabinet du chef de l'État Anthony Kinzo ont pris part à cette réunion hebdomadaire. À l'ordre du jour figurait notamment la situation sécuritaire, humanitaire et épidémiologique au pays, le projet d'interconnexion électrique entre la République démocratique du Congo et l'Angola et la mise en place d'un fonds de développement du secteur de l'électricité alimenté par les frais d'importation. Raviver la rumba congolaise, originelle, patrimoine national de l'époque des seigneurs Taboulé, Franco Luambo, c'est le vœu de l'artiste et musicien congolais d'origine angolaise Sam Mangwana. Reçu le jeudi à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Mangwana est venu remercier le chef de l'État de la médaille d'or qui lui a été décernée, une médaille d'or de mérite en arts, sciences et lettres. Par ces gestes, le président de la République a salué l'immense contribution de l'artiste à la promotion de la culture congolaise et africaine. Mon initiation chez Taboulé et Franco m'a permis de traverser toute l'Afrique noire et d'essayer de planter la rumba congolaise originelle en langue locale partout où je suis passé, a déclaré Sam Mangwana. Membre de la famille présidentielle, Dr Alidor Tshibonge a quitté la terre des hommes le 15 juillet 2025 à Kinshasa. Avant son inhumation, le mardi 22 juillet, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a rendu les derniers hommages à l'illustre disparu à la cathédrale Notre-Dame, où l'on a noté la présence parmi l'assistance des chefs des institutions de la République, des membres de la famille éplorée et de plusieurs autres personnalités, notamment les membres de l'ordre des médecins de la RDC. Médecin spécialiste en chirurgie, Dr Alidor Tshibonge Ilunga a été notamment médecin directeur général de l'Institut supérieur des techniques médicales ISTEM Bukavu. Après la célébration eucharistique, le corps du défunt a été conduit en nécropole entre ciel et terre pour le repos éternel. Marié à Madame Emiliane Efinda, Dr Tshibonge laisse 8 enfants et 26 petits-enfants. Les autres faits marquants de cette semaine dans l'actualité dans cette sélection de Joséphine Liondo, on ouvre avec le procès de l'ancien président de la République Joseph Kabila.
La semaine s'est achevée par une actu qui a focalisé les objectifs de toutes les caméras du pays. Joseph Kabila, premier ancien président, a été déféré devant la justice. Pour cette première audience à la haute cour militaire, il a été question de présenter la composition de la cour, l'énoncé des griefs retenus contre l'ancien président. D'un procès à un autre, Constant Moutamba à la barre. L'image a occupé les colonnes des tabloïds durant la semaine. Accusé des tentatives de détournement de fonds publics destinés à la construction d'une prison à Kisangani, l'ex-garde des Sceaux, pour cette deuxième audience, a réfuté ces accusations face au ministère public qui a sonné la charge. La prochaine audience est fixée au 31 juillet. Situation sécuritaire dans l'est de la RDC, la déclaration des principes signée à Doha entre la RDC et l'AFC M23 a fait l'objet d'un briefing co-animé par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et le ministre de la Communication sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Dans 8 jours, les représentants de la RDC et ceux de l'AFC M23 retourneront à Doha. Si tout évolue bien, un accord de paix pourrait être signé dans les mois à venir, a précisé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Dans l'entretemps, la RDC et les Rwandais se sont engagés à rechercher des solutions durables en faveur de réfugiés tenant compte des récentes avancées diplomatiques. C'était à l'issue d'une réunion ministérielle tenue dans la capitale éthiopienne sanctionnée par un communiqué final. La partie congolaise a été représentée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et rwandaise par un ambassadeur plénipotentiaire. Au chapitre de l'économie, des nouvelles structures de prix des produits pétroliers pour les zones sud, ouest et est ont été validées par le comité élargi des prix pétroliers sous l'égide du ministère de l'économie nationale. Cette révision concerne les produits pétroliers terrestres destinés aux ménages et aux sociétés minières, les carburants d'avion pour les lignes nationales et internationales, les gaz de pétrole liquéfiés pour les zones ouest. Kinshasa a abrité le premier colloque international des aveugles sous le thème « L'apport et l'adaptation des aveugles au numérique face à la crise sécuritaire dans la région de l'Afrique centrale pour le retour de la paix et le développement durable ». Ces travaux ont été débouchés sur une série de recommandations. La ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap a présidé ces assises. À Kinshasa, un accident de route a fait 6 morts et une dizaine de blessés à Matadi-Kibala dans la commune de Mongafula. Un camion transportant des caillasses en provenance du Congo central et dont le conducteur aurait perdu le contrôle a fini sa course sous le marché. Profanation et spoliation des cimetières dans la ville Kinshasa. Le cimetière Mayul dans la commune de Mongafula au quartier Kimbuta fait l'objet de profanation et de spoliation au mépris des textes réglementaires. L'autorité municipale s'est rendue sur place pour y mettre fin. Voilà qui boucle les 5 minutes de fête de la semaine. Les images apocalyptiques de Kinshasa sous les eaux en avril dernier, on s'en souvient encore, 89 millions de dollars américains, c'est le budget à mobiliser pour construire des routes résilientes adaptées au changement climatique. Sur le terrain, plusieurs chantiers ont été lancés pour réhabiliter les routes dégradées et lutter contre les inondations, constat fait par Eurydice Kitutu et Joséphine Liondo. La catastrophe d'avril 2025, ce chapitre tragique a connu Kinshasa, ville phare de la République démocratique du Congo, appelle à une conscience collective dans la gestion de l'environnement. Le chef de l'État a pris le problème avant les corps. Et nous avons été appelés dans une cellule de crise pour étudier les contours. Dans ce contour, il s'est dégagé ce programme-là, qu'on a appelé programme d'urgence, pour s'attaquer premièrement au réseau de drainage, deuxièmement à fluidifier le trafic sur certains axes qui étaient souvent sollicités. Et nous nous sommes retrouvés autour du ministre
d'État, ministre des Infrastructures, et de toutes les évaluations faites, il s'est dégagé une nécessité de disponibiliser à peu près 89 millions de dollars pour pouvoir faire face. Pour les travaux, pour aussi l'acquisition des vagues. Des travaux d'urgence s'exécutent depuis mai dernier pour réduire les risques d'inondation et améliorer l'état de la voirie dégradée après les inondations. Nous, OVD, nous avons nos 18 millions, dont 10 millions doivent intervenir dans ce que nous appelons le projet des 3 communes. Les 8 millions, c'est pour faire les travaux, notamment rendre fluide le boulevard Lubumba, Senue, Triomphal, le croisement de l'avenue Kabinda au Wileri, travailler sur le collecteur Dialele, Assosa, Gambela. Et au-delà, refaire la chaussée de l'avenue Malembankulu, redimensionner les réseaux d'assainissement sur la route Matadi entre l'avenue Kananga et place dite Maternité. Travaux suivis de près par le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics Alexis Guissaro, qui, au cours de plusieurs rencontres avec les responsables des différentes structures de son ministère, ne cesse de marteler sur la qualité des travaux et le respect du délai imparti. Le ministère aurait bien voulu recevoir les ressources nécessaires pour travailler en urgence et aller de l'avant. Parce que, vous savez, nous sommes en train de vivre des situations que nous ne connaissions pas avant. On parle des phénomènes de changement climatique. Actuellement, on fait face d'abord à des calendriers qui sont totalement bousculés, ce qui fait que les infrastructures doivent être adaptées maintenant pour pouvoir être résilientes avec le phénomène de changement climatique. Le bureau technique de contrôle, l'œil du ministre d'État des ITP est sur terrain pour veiller sur la qualité des ouvrages. Le BTC est également sur terrain pour veiller à ce que les matériaux approvisionnés répondent aux spécifications techniques renseignées dans les CPT. Le BTC est là pour interpréter les résultats que nous demandons au laboratoire de réaliser pour les comptes de la certification. Ces travaux qui s'exécutent en cette période bénéfique qui est la saison sèche exigent la disponibilité des moyens financiers conséquents. Il faudra qu'on ait suffisamment de moyens pour nous déployer surtout afin de capitaliser cette période. Donc la planification physique devra aller de pair avec la planification financière. Les chantiers ouverts par-ci et là ne peuvent être fermés que si les moyens financiers suivent. À la population de savoir que l'État congolais débourse beaucoup de moyens afin de lui offrir des infrastructures adéquates, mais malheureusement, elle n'en prend pas soin. C'est beaucoup d'argent que le gouvernement est en train d'investir. J'appelle tout le monde à un esprit patriotique, en commençant par nous-mêmes qui sommes les autorités. Mettons une bonne politique en place pour pouvoir gérer convenablement nos déchets solides. À la population que nous sommes nous aussi, de laisser cette mentalité-là, de jeter les immondices dans les cours d'eau et dans les caniveaux. Espérons qu'une fois ces travaux terminés et entretenus régulièrement, Kinshasa ne connaîtra plus les inondations dans les prochaines années. Je vous emmène vers l'aéroport international de Njili avec un détour sur 2 passerelles, des infrastructures construites pour sécuriser la traversée des piétons transformées en marché pirate. Photographes, commerçants brassent de l'argent aux côtés d'un empire criminel des sans-abri. Joséphine Liondo s'est diluée dans la foule pour nous proposer ceci. Regardez. Kinshasa, précisément dans sa partie est, abrite des passerelles construites pour sécuriser les traversées. Aujourd'hui, elles sont détournées de leur usage initial. On y trouve des marchés pirates et d'autres activités inappropriées, des marchandises étalées à même le sol, des sacs de braise, des produits divers. Tout cela entrave la circulation des piétons et l'insalubrité ambiante ne fait qu'aggraver la situation. Moi, je suis désolé. Je suis désolé pour cette anarchie qui s'installe sur le passerelle destiné aux piétons. À la rigueur, je peux tolérer le photographe, mais pas les vendeurs. Face à cette anarchie, les vendeurs et les tradis praticiens avancent des raisons de survie et des contraintes sécuritaires pour justifier leur présence.
Nous sommes conscients qu'il est interdit de vendre sur le passerelle, mais cela ne durera qu'un temps record. Ici, c'est un jeu de cache-cache entre les policiers, car c'est un marché clandestin. Faute de mieux, nous continuons à vendre. C'est une question de survie. Mais ils ne sont pas le seul à occuper ces lieux. Les photographes, eux, voient dans ces passerelles un potentiel gain touristique. Nous aidons les touristes à immortaliser leur séjour à Kinshasa grâce à des photos. Une manière pour nous, photographes, de valoriser l'image du pays. À quelques mètres de là, la passerelle reliant Massina à Kimbonseke présente le même tableau. Les occupants, en plus de l'encombrement, dénoncent des tracasseries policières. Officiellement, nous ne payons pas de taxes car ce n'est pas un marché. Toutefois, les agents de l'ordre reçoivent un pourboire. En plus de cela, nous assurons l'entretien de passerelles car elles sont laissées à l'abandon. Lorsque la nuit tombe, les décors changent. Ces passerelles deviennent des dortoirs pour les enfants de la rue et autres sans-abri, ceux qui ont fait des foyers d'insécurité pour les noctambules. Les enfants de la rue sont à l'origine de l'insalubrité flagrante. Ils ont transformé le passerelle en installation sanitaire. Ces sans-abri se montrent également très violents. Nous appelons les autorités à renforcer la sécurité dans ces lieux de passage pour piétons. Construite en 2016 pour protéger les piétons, ces passerelles sont aujourd'hui les symboles d'un désordre urbain. Une réalité qui interroge sur la gestion des espaces publics dans la capitale. Merci Julien Piana. On termine cette partie avec l'exode rural et ses conséquences. Fuite de la main-d'œuvre, concentration de la population, morcellement, embouteillage. Toutes ces questions ont intéressé Chantal Okoloba. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, est en perpétuelle mutation avec une croissance démographique estimée à 17 778 500 habitants. Chaque jour qui passe, ce sont des mouvements de la population qui sont signalés. Nombreux sont ceux qui quittent leur province pour des raisons sociales, économiques ou sécuritaires. L'université de Bandundu, premièrement, il y a des années élastiques. On fait au moins 4 à 5 mois sans cours. Je suis de Bandundu. On voit des conditions où nos médecins là-bas disent que ce n'est pas vraiment idéal. Si peut-être aujourd'hui on me demande est-ce que tu peux retourner à Bandundu encore, je dirais vraiment non. Je préfère chercher le boulot ici à Kinshasa. Comment est-ce que je peux tracer mon avenir un jour? Nous sommes arrivés ici à Kinshasa avec mes parents depuis 1965, fuyant la rébellion mouléliste. En ce moment-là, on ne pouvait plus rester à l'intérieur parce qu'il y avait la guerre et on pouvait chercher des havres de paix ici à Kinshasa. Et depuis lors, nous sommes plus retournés là-bas. Nous sommes restés ici. On a grandi, on s'est mariés ici jusqu'à présent. Il y a aussi le mieux-être que les gens de l'intérieur viennent chercher dans la capitale, ou précisément ici à Kinshasa. Ces flux migratoires vers Kinshasa est à la base des niveaux faibles de vie en zone rurale. D'autres conséquences sont avancées par M. Socrate Ibouchi, expert en économie. Les conséquences des zones rurales sur le plan économique, c'est un déséquilibre généralisé parce que la ville qui accueille les gens qui viennent des milieux ruraux voit la population s'accroître. Alors, l'arrivée de toutes ces personnes a des conséquences notamment sur l'emploi, sur les mouvements de la population dans la ville. C'est ce que vous voyez comme conséquence. Il y a des embouteillages un peu partout, à Kinshasa principalement. Quand la population est partie, les jeunes qui sont capables de travailler, d'aller dans les champs,
œuvrer dans le domaine d'agriculture, de l'élevage. On va voir toutes ces personnes en train de partir et les conséquences sont telles que vous n'allez pas trouver une population pouvant travailler dans ces milieux. Parce que même le manque d'emploi, c'est la conséquence au fait de ces mouvements-là de la population. Quelles pistes et des solutions sont envisageables pour lutter contre l'exode rural? Pour réduire l'écart social entre les milieux ruraux et les grandes villes, le gouvernement a mis en place les programmes de développement à la base des 145 territoires. Les 145 territoires, à l'image, c'est ça. C'est que nous puissions faire le développement à la base, permettre à toutes ces populations qui vivent les 4 coins de la République démocratique du Congo d'accéder non seulement à nouvelles technologies, accéder à l'emploi, accéder à l'eau potable, à l'électricité, bref, à tout ce que nous appelons comme les services régaliens de l'État, qui puissent vivre à la base pour permettre effectivement d'encourager ou décourager cet exode-là. Des infrastructures sortent des terres, certes, mais il faudra sensibiliser les jeunes, leur faire prendre conscience qu'ils ont une partition à jouer dans le développement de leur contrée. Mission d'évaluation des différents projets en Mbuji-Mayi, constat fait par le FPI. Certains sont à l'arrêt par manque de coordination. Alain Bikaï. Conduite par le directeur adjoint aux études François Puila, team leader des projets du Grand Kasaï, la délégation a été reçue par le gouverneur intérimaire Augustin Kayembe. Une rencontre de civilité et de courtoisie qui a fait les points sur la relance des chantiers prioritaires de la province. S'en est suivi une séance de travail avec les entreprises chargées d'exécuter ces projets. Au cours de cette réunion technique, la mission s'est apaisantie sur l'état d'avancement des travaux de construction des hôpitaux, des écoles et de la centrale solaire financée par les FPI. Les constats est que plusieurs infrastructures sont presque terminées, tandis que d'autres projets sont à l'arrêt. Au terme de cette réunion, François Puila a souligné que les retards observés dans certains chantiers est lié à plusieurs facteurs, dont le problème technique, la lenteur dans les décaissements des fonds et le manque de coordination entre les partenaires. Il a insisté sur l'engagement du FPI en faveur de la transparence, de la performance et de l'impact réel des projets sur les communautés locales. Ensuite, la délégation s'est rendue sur les chantiers du complexe scolaire Kalenda Moudichi où les travaux de construction avancent. Les structures métalliques y sont érigées. Les fenêtres, les portes et les carreaux sont en pleine installation. L'objectif est de délivrer les ouvrages aux usagers lors de la rentrée scolaire 2025-2026. Autre temps fort de cette mission, c'est la visite de la centrale solaire de Chipuka aux côtés des ingénieurs de cette entreprise. Les FPI a procédé à une nouvelle évaluation technique du site après une longue interruption des travaux. Cette visite s'inscrit dans le cadre des instructions de la Première ministre qui a recommandé au FPI de relancer les travaux de la centrale photovoltaïque en toute urgence. En plaidoyer pour l'autosuffisance alimentaire en RDC, le réseau des journalistes économiques d'investigation, dit Toile d'araignée, appelle à plus d'investissement dans le secteur agricole pour diversifier l'économie. Cédric Keninambo. La revanche du sol sur le sous-sol, bien plus qu'un concept, une vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui doit être traduit en actes en tant que priorité économique. C'est ce qui justifie d'ailleurs ces plaidoyers du réseau des journalistes économiques d'investigation et des promotions citoyennes, Toile d'araignée, plaidoyer porté devant la presse par son coordonnateur national, Jérôme Sekana, qui du reste est revenu statistique à l'appui sur la nécessité d'investissements massifs dans les secteurs agricoles porteurs de croissance et l'application du SMAG, salaire minimum agricole garanti dans le domaine de l'agriculture et non, comme c'est le cas, avec les SMIG, salaire minimum interprofessionnel garanti. Les avantages du SMAG permettent non seulement aux entreprises agricoles de prospérer, mais à celui qui travaille dans ce secteur-là de prospérer aussi. On vous apprend ce qu'il faut faire et vous pouvez devenir aussi, vous aussi, agriculteur. Il y a un renforcement des capacités, ce qui n'est pas le cas.
Il y a des gens qui sont nés vendeurs sur l'avenue du commerce et ils meurent vendeurs sur l'avenue du commerce. Pour soutenir cette démarche citoyenne, plusieurs recommandations ont été formulées, notamment l'application du code agricole, l'implémentation d'une nouvelle politique agricole qui prend en charge le paysanat, l'agro-pastoral et l'agro-industrie. Ajoutez à cela la promotion d'une fiscalité agricole adaptée qui sera soutenue par la mise en place d'une véritable banque agricole. Des notions managériales et le leadership ont été enseignés aux jeunes au cours de la 2e édition Métamorphose animée par le directeur général du Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat. Des précisions avec Edith Chalakatala. De plus en plus de jeunes se mobilisent autour de cette initiative qui les concerne. Métamorphose. La 2e édition a vécu le 26 juillet 2025 au Centre culturel et artistique de l'Afrique centrale. Des jeunes venus des 4 coins de la République démocratique du Congo se sont hâtés pour être en face de ceux qu'ils prennent pour modèle afin de transformer leur façon de faire, d'agir et de penser. Poursuivant la thématique exploitée au cours de la première édition sur l'impact du marketing, Joseph Mbouimoukendi, directeur général du Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes, FSPIJ en sigle, a partagé avec les jeunes quelques principes à intérioriser pour maîtriser la stratégie de marketing. Ce rendez-vous est un rendez-vous pour la transformation des jeunes. Je l'ai dit tantôt, nous sommes ici non pas pour que nous puissions être cette génération qui va engouffrer encore le pays, qui va enfoncer encore le pays. Nous sommes ici pour être cette génération qui va construire cette nation. Nous sommes ici pour être cette génération qui va construire cette nation dans son domaine d'action. Vous êtes entrepreneur, vous allez construire la nation avec votre secteur. Vous êtes leader, vous allez construire tout en étant leader. Vous êtes gestionnaire, vous allez le faire avec. Vous êtes chanteur, vous le ferez avec le chant. Vous êtes sportif, vous le ferez avec le sport. Il est question ici de rappeler aux uns et aux autres que nous avons une responsabilité. Laquelle? Une responsabilité personnelle d'abord et une responsabilité collective. Une responsabilité collective. Nous devons prendre conscience de là où nous devons aller. Dr Atom Mbouma, lui, s'est apaisanti sur différents mythes nourris au sein de la société congolaise, lesquels sont à la base de l'anéantissement des ambitions chez certains jeunes. Une rencontre fructueuse qui s'est soldée par la présentation des jeunes entrepreneurs actifs ayant amélioré la qualité de leurs services, ainsi que la présentation des 10 meilleurs entrepreneurs sélectionnés lors de la première édition. Le rendez-vous Métamorphose est donc une sphère de préparation des jeunes pour leur épanouissement qui conduira certainement au développement de la nation tout entière. Vous aimez vous habiller en pagne? Eh bien, Vlisco se rapproche de vous. Une nouvelle boutique a ouvert ses portes hier, samedi. C'est pour renforcer l'élégance et l'identité culturelle de la femme africaine. On fait la petite visite avec Renette Koulonga et Siandé Maga. Vlisco RDC, principal importateur et distributeur de tissus wax de qualité avec l'objectif de lutter contre la contrefaçon et appuyer les œuvres philanthropiques. C'est dans ce cadre qu'il a ouvert une boutique Vlisco 30 juin implantée sur le boulevard qui porte le même nom avec un nouveau concept annoncé ce samedi 26 juillet 2025. La femme en pagne exprime sa féminité, elle exprime son identité parce que chaque pagne est conçue d'une certaine manière et ça correspond aussi à la personnalité de la personne. Au-delà d'être un simple tissu, c'est un élément de notre culture, c'est un élément de notre habillement. Les motifs qui sont sélectionnés sont des motifs qui sont tirés de notre patrimoine culturel. Donc le pagne demeure plus que jamais un élément de notre patrimoine commun. La femme congolaise est un modèle de force, de résilience et le modèle économique de Vlisco en est le témoignage. Notre réseau de distribution est composé quasi exclusivement de femmes bâtisseuses, de femmes millionnaires pour leur communauté et pour leur entourage. Vlisco, c'est vrai, c'est un produit qui fait partie de la culture congolaise, qui accompagne notre vie depuis la naissance à notre mariage, pour les événements heureux et malheureux. Vlisco est très fier aujourd'hui d'accompagner la femme congolaise. Vlisco a pensé à approcher ses produits aux consommateurs. Vous savez, le boulevard, c'est l'artère qui est beaucoup plus fréquentée par toutes les couches sociales, non seulement de Kinshasa, mais de la RDC. On a toujours été heureux de se retrouver,
dans une boutique Vlisco parce que c'est un intemporel. Nos parents ont porté ces pagnes, nous avons porté et nous continuons à les porter. Et lorsqu'on arrive dans une boutique, on entre pour admirer l'art. Si ça se met sur le corps, ça va donner une image d'une femme africaine. Nous étions jeunes quand nos parents mettaient les pagnes. On a grandi dans ça et nous nous efforçons à mettre le pagne, mais vraiment Vlisco offre maintenant une plus grande gamme de ce que nous avons connu. Vlisco déjà c'est une marque qui fait confiance aux femmes, mais qui fait confiance aussi au Congo. Vlisco est là, aujourd'hui la boutique, là où elle s'implante avec des investissements qui sont faits, c'est un signal quand même fort que Vlisco est en train de donner aux investisseurs. Vlisco RDC, une marque néerlandaise de tissus de haute qualité, principalement reconnue par ses tissus super wax, communément appelé wax hollandais. Ces tissus imprimés avec des motifs distinctifs sont très populaires à Kinshasa, la capitale, et dans toutes ces provinces où ils sont souvent utilisés pour des occasions spéciales et de vêtements traditionnels. Religion, des prières intenses en faveur de la paix, c'est une initiative des églises familles de la Borne réunies à l'occasion de la 2e convention missionnaire qui s'est clôturée ce week-end à l'église du Christ au Congo. De la chambre haute aux extrémités de la terre, par l'Esprit Saint, catalyseur de la mission, c'est le message qu'apporte Famille Laborne en organisant la 2e convention missionnaire pour 3 jours, soit le mercredi 23, jeudi 24 et samedi 26 juillet 2025 à l'église du Christ au Congo où s'est clôturée cette convention missionnaire. L'évangile Jean 16 au verset 7 et les Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8. L'officiant du jour a insisté sur l'Esprit Saint, socle de l'humanité en Christ, et cette puissance d'en haut, le don de Dieu, aide les enfants de Dieu à bien réfléchir pour se procurer la paix. Tout passe, mais la parole ne passe pas. Jésus reviendra. Où passeras-tu ton éternité? Es-tu prêt? Quand Jésus reviendra, as-tu donné ta vie à Jésus? Je t'en supplie au nom de Jésus. Répands-toi de tes péchés, donne ta vie à Jésus et marche avec le Seigneur. Tu auras une vie de paix, de joie, de bonheur dans ton cœur. Donc la Bible dit ceci: ne vous enivrez pas de verse de la débauche, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Tenez rempli du Saint-Esprit, c'est pour apporter la bonne nouvelle et être un témoin vivant, un témoin dynamique du Seigneur partout. La famille Laborne, bien implantée à travers toute la République démocratique du Congo, se trouve aussi dans différents pays d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique pour annoncer la bonne nouvelle. Les échos du CHESD, rideau sur la 8e session spéciale et la 10e session ordinaire. Les apprenants ont clôturé cette formation à travers cette marche de santé. Commentaire de Sandra Niangi. La 8e session spéciale et la 10e session ordinaire du Collège de hautes études de stratégie et de défense touchent à leur fin. Pour marquer d'une pierre blanche cette clôture à quelques jours de la cérémonie de remise de brevets, le corridor des stratèges a organisé une marche de santé ce samedi à partir de la place des Évolués dans la commune de la Gombe. C'était une belle manière pour les stratèges de renforcer la convivialité entre eux, mais aussi une occasion de dire au revoir aux autres collègues venus des pays d'Afrique comme le Cameroun, le Bénin, le Congo-Brazzaville, le Burundi, la République centrafricaine, le Ghana et bien d'autres. Parmi les stratèges finalistes ayant participé à cette marche de santé figure l'honorable Claudine Ndusinkembe, chef de la 8e promotion. Elle s'est dite satisfaite de cet exercice physique qui contribue à la bonne santé, mais aussi qui renforce le lien entre les pays africains au-delà de la formation acquise. Oui, c'est une première. Donc on a session spéciale. Donc ça fait 3 spéciales. Et entre nous, comme auditeurs. Et ensuite, on attend l'unité avec les collègues qui sont venus d'autres pays. N'oubliez pas qu'il y a des colonels qui sont venus aussi de pays, d'autres pays pour apprendre un peu avec nous au Tchèque. Donc c'est un honneur pour la RDC. Et pour lier l'utile à l'agréable, le corridor des stratèges de la 8e session spéciale et de la 10e session ordinaire du Collège des hautes études de stratégie et de défense se sont retrouvés au restaurant Majestic River pour partager un repas en guise de revoir.
Et puis cet appel à l'unité et à la cohésion nationale lancé par le sénateur Norbert Basengezi Kantitima, c'est en sa qualité d'autorité morale de l'Alliance des nationalistes pour un Congo émergent, message qu'il a adressé aux jeunes à Mbandaka. Aussitôt arrivé à Mbandaka ce samedi 26 juillet 2025, l'autorité morale de l'Alliance de nationalistes pour un Congo émergent, l'honorable sénateur Norbert Basengezi Kantitima, a livré l'objet de son séjour au chef-lieu de la province de l'Équateur. Un message de remerciement, un message de paix. Cette province, c'est ma deuxième province en termes d'accueil et d'amour. J'ai grandi presque dans la province de l'Équateur. Je viens ici comme président national de l'ANC et président national de l'ECC. Il a été par la suite ovationné par le membre de sa famille politique et allié, membre de l'Union sacrée pour la nation. De l'aéroport de Mbandaka, son cortège s'est ébranlé vers le parc de jeunes où il fut introduit pour son discours par l'honorable député national Tonton Koy, élu de la circonscription électorale d'Ingende. Le président national de l'ANC, l'honorable Norbert Basengezi, a tenu de prime abord à présenter l'équipe qui l'accompagnait, ainsi que le président fédéral de partis politiques membres de l'Union sacrée pour la nation. Il a par la suite invité la population à l'unité, la paix et la cohésion nationale, avant de saluer les succès diplomatiques du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ont abouti aux accords de paix. En bon père de famille, l'autorité morale de l'ANC n'a pas manqué d'amener dans sa gibecière des équipements sportifs, de semences de riz améliorées ainsi que de pagnes. L'honorable sénateur Norbert Basengezi a chuté en énumérant quelques travaux qu'il avait effectués au bénéfice de fils de l'Équateur. Il est à signaler que son agenda prévoit de rencontres avec notamment les membres de la société civile, le responsable provincial de partis politiques ainsi que la notabilité. Et pour terminer, je reviens sur ce carnage. Le FRDC présente ses vives condoléances aux familles éplorées et donne cette précision. Justement, les victimes ont été surpris et fauchés à la machette et plusieurs autres blessés. Face à cette situation, l'armée présente ses condoléances aux familles éplorées. Et les FRDC justement appellent la population à redoubler de vigilance et à dénoncer toute présence suspecte auprès des forces de défense et de sécurité. Merci à vous de nous avoir suivis à travers le monde et précisément à Komanda en Ituri où beaucoup de personnes ont été tuées. Ce journal, nous le dédions à tous les finalistes qui vont à partir de demain affronter le sprint final pour obtenir le diplôme. C'est l'équivalent du baccalauréat ici en République démocratique du Congo. C'était un plaisir de vous retrouver, madame, monsieur. Ce journal de Fifi Mukundi réalisé par Yolande Voka, grand-mère